Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui à ce webinaire dont le but est de vous faire mieux connaître l'appel à projet eau et biodiversité lancé par l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse depuis plusieurs années. Je me présente, je suis Anne Bistréau, chargée de mission territoire et eau à l'ARB, Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, l'ARB est un syndicat mixte qui réunit la région, les départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, l'Agence de l'eau, les services de l'État, OFB, DREAL et ADEME, et depuis 2019, des intercommunalités, la communauté d'agglomération Grand Avignon et les métropoles Nice-Côte d'Azur et Aix-Marseille-Provence. Je suis accompagnée aujourd'hui par mon collègue Thomas Fourest, qui est chargé de mission territoire et biodiversité, avec qui j'ai préparé ce webinaire. Un petit mot sur les missions de l'ARP. Elles sont axées sur la connaissance et sur l'accompagnement des différents acteurs dans les domaines de la transition écologique et de la biodiversité. Et puis, nous menons plus spécifiquement une mission d'appui à l'Agence de l'eau pour cet appel à projet. Voilà, pour en savoir plus sur toutes les missions de l'ARP, je vous invite à aller sur notre site. Sans plus tarder, quelques infos sur le déroulement du webinaire. Je vais vous remettre le programme à l'écran. En mode plein écran, ce serait mieux, voilà. Donc, tout d'abord, en ouverture, Philippe Piron, chef du service planification à l'Agence de l'eau, délégation PACA et Corse, présentera l'appel à projet. Et ensuite, nous passerons au retour d'expérience de 2 collectivités dont les projets ont été retenus dans le cadre de l'appel à projet 2020. C'est M. Jérémy Giuliano, maire de la commune du Val, dans le Var, qui nous parlera de la reconquête de la biodiversité sur le bassin versant de la Ribérotte. Donc là, je vois qu'il n'est pas affiché en petite vignette, mais j'espère qu'il va nous rejoindre. Il était là tout à l'heure. Ensuite, M. Cédric Cadet, chef de projet GEMAPI, à la direction de l'environnement et développement local de la communauté d'agglomération Valence-Roman, qui nous présentera le projet de restauration de la trame turquoise, des corridors écologiques de la Véore et du Guimand dans la plaine agricole de Valence. Merci beaucoup à tous d'avoir bien voulu vous prêter à cet exercice ce matin. Voilà, chaque intervenant pourra répondre à vos questions après sa présentation et nous réserverons aussi un moment pour les questions en fin de matinée, pour les questions complémentaires éventuellement. Quelques précisions sur le mode opératoire pendant le webinaire. Donc, comme c'était déjà indiqué tout à l'heure pour certaines, les micros et les caméras des participants sont coupés. Et pour poser vos questions, utilisez s'il vous plaît l'outil questions-réponses qui est dans la barre d'outils en bas de l'écran et non pas l'outil discussion. Voilà, nous poserons vos questions à l'intervenant après sa présentation. Le webinaire est enregistré, vous aurez accès à cet enregistrement et aux présentations sur le site de l'ARB sous peu. Voilà en gros ce que je pense devoir vous dire. Est-ce que Thomas, tu vois quelque chose d'autre en complément? Non, c'est parfait, on peut démarrer ce webinaire. Voilà. Et bah oui, pour rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'on va vous proposer de visionner une petite vidéo de l'Agence de l'eau sur l'eau et la biodiversité. Alors, il y a quand même certaines personnes qui ont un problème de son. J'espère que ce n'est pas la majorité. Si vous avez des soucis pour nous entendre, vous pouvez éventuellement le mettre dans questions-réponses, mais je pense que ça vient plutôt de votre connexion ou de du volume de votre ordinateur ou d'un éventuel micro qui peut être branché. A priori, les participants nous entendent et les différents spectateurs nous entendent aussi. Restaurer l'habitat, c'est favoriser le retour des espèces adaptées au milieu. Mais il faut aller plus loin et prendre en compte les besoins des espèces dans toutes leurs dimensions. Alors, on va reprendre.
excusez-moi. Je vais recommencer la manip. Je crois qu'il fallait mettre... Non, ça ne marche pas de mon côté. Ah, on voit pas le... Voilà. C'est parti. Restaurer l'habitat, c'est favoriser le retour des espèces adaptées au milieu. Mais il faut aller plus loin et prendre en compte les besoins des espèces dans toutes leurs dimensions, en facilitant l'accomplissement de leur cycle de vie, dans l'eau et hors de l'eau. Les espaces qui connectent la terre et l'eau forment la trame turquoise, indispensable à l'épanouissement de toute la biodiversité des milieux aquatiques et humides. On retrouve ici des espèces comme les amphibiens, les papillons, les libellules, et aussi de nombreux mammifères et oiseaux. Alors, la tortue cistude est une tortue aquatique, elle passe la majorité de son temps dans l'eau. Et puis, les femelles, elles vont sur des sites terrestres pour aller pondre. Donc, il faut des prairies bien rases, bien pâturées, qui viennent d'être fauchées pour pouvoir pondre. C'est vraiment important de travailler là-dessus, sur les sites de ponte associés aux humides. Et ensuite, c'est important de travailler sur la connexion possible entre ces réservoirs de biodiversité pour que les populations puissent échanger. Parce que la cistude, elle permet de protéger toute une panoplie d'animaux et de végétaux qui ont besoin des mêmes conditions. Donc aujourd'hui, on s'en sert un petit peu d'étendard pour protéger les zones humides, les pelouses sèches, et montrer que l'homme peut avoir une action importante et une action positive sur la nature en gérant des milieux aquatiques et en gérant des prairies. Cette vision transversale de la nature élargit le champ des possibles, démultiplie les moyens d'agir. Pour nous et pour les générations futures, ensemble sauvons l'eau, sauvons la biodiversité. Voilà, en introduction au sujet, je pense qu'on va passer à la présentation de Philippe Pierron de l'Agence de l'eau. Alors, je vais partager l'écran. Oui, alors pendant que ça s'installe, je voulais juste simplement vous remercier tous d'être présents dans ce webinaire. Donc, j'en profite pour remercier l'ARB et également l'agglomération de Valence et puis la commune du Val pour les présentations qu'ils vont bien vouloir nous effectuer et espérer qu'ils vont vous donner envie de pouvoir participer à cet appel à projet. Juste une petite introduction effectivement sur l'appel à projet pour vous rappeler tout d'abord le contexte. Sur cet appel à projet. Donc, en fait, l'agence de l'eau a été actée. Si tu veux, je peux peut-être faire mon partage d'écran de mon côté. Alors, attends. Est-ce que vous avez... Voilà. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est toi ou moi qui partageons là à ce moment. Ça doit être moi, non? Je pense que c'est toi, oui. Alors, j'essaye d'enlever le partage. Parce qu'il ne m'a pas mis ce que je voulais, mais je ne le vois pas.
Là, on voit, on voit la première diapo. La première diapo de ta présentation. Ah, vous voyez la première diapo, d'accord, très bien. Ouais. C'est parfait. Et donc, de ce fait, l'agence de l'eau, elle s'est lancée dans la présentation et dans le travail sur la biodiversité. C'est grâce à la loi sur la biodiversité de 2016, en fait, qui a étendu notre champ d'intervention sur la protection et la préservation de la biodiversité terrestre et marine, ce qui n'était pas le cas, puisque pour l'instant, jusqu'à présent, nous intervenions facilement sur la biodiversité aquatique, notamment quand on faisait de la restauration sur la continuité écologique ou quand on travaillait à vos côtés sur les zones humides ou les espaces de bon fonctionnement des cours d'eau. Mais là, la nouveauté, c'est qu'effectivement, les agences de l'eau peuvent intervenir maintenant sur cette biodiversité terrestre et marine. Alors, en fait, nous avons cherché à travailler sur ce qui pouvait être le mieux pour rester quand même dans l'esprit dans lequel jusqu'à présent nous faisions des interventions. Et en fait, pour pas doublonner avec le travail qui pouvait être fait par ailleurs, nous avons choisi de travailler de maintenir la restauration des habitats et de ne pas cibler nos interventions sur les espèces, mais plutôt de cibler nos interventions sur la restauration des habitats qui vont être favorables, bien évidemment, par ailleurs, après au développement des espèces. Donc on a défini un certain nombre d'enjeux sur lesquels on souhaitait pouvoir intervenir. Donc ce sont les têtes de bassin versants, tout ce qui est espace de bon fonctionnement ou de mobilité des cours d'eau, les zones humides, tout ce qui peut être milieu méditerranéen pour notre région, donc les mares temporaires, les lagunes, bien évidemment également tout ce qui est milieu marin et certains milieux secs également utiles à la préservation de la ressource en eau. Alors c'est pour ça qu'on a développé une notion on va reparler dans d'autres présentation, mais cette notion, c'est la notion de la trame turquoise. En fait, cette notion, c'est pas une notion scientifique, il faut pas chercher à lui donner une notion scientifique, mais plutôt essayer de lui proposer une fonction écologique. Donc, en fait, cette notion de trame turquoise, c'est tout l'espace qui est nécessaire au cycle d'une vie d'une espèce cible qui va à la fois pouvoir utiliser la trame bleue et la trame verte, et à la fois, à un moment donné, quand elle a une fonction dans la trame bleue, que ce soit ses déplacements, que ce soit sa reproduction ou son alimentation, alors à partir de ce moment-là, on peut considérer que c'est une espèce cible et qu'elle va pouvoir avoir à se déplacer sur le territoire, comme le signifient les lignes que vous voyez sur cette petite illustration. Et donc, on va pouvoir intervenir sur tous les éléments agroécologiques les infrastructures agroécologiques qui peuvent exister sur ces territoires, comme les haies, les mares et bien d'autres choses qu'on pourra imaginer pour pouvoir assurer en fait le déplacement de cette espèce. L'idée générale, c'est de dire que quand on intervient sur la trame turquoise, de façon globale, on va pouvoir améliorer le fonctionnement et la qualité des eaux. Donc les appels à projets, je vous ai dit, hein, la loi sur l'eau nous a donné la compétence depuis 2016 et en fait dès fin 2016, l'agence de l'eau a souhaité lancer une initiative sur la biodiversité. C'était notre premier appel à projet en fait, et depuis cette époque-là, donc depuis 2017, chaque année il y a un appel à projet qui est mené sur l'ensemble du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, qui permet d'apporter des subventions sur les projets permettant d'améliorer le fonctionnement de la biodiversité. Donc, vous voyez un petit peu les montants. On a commencé de façon raisonnable en 2018 avec 24 projets à l'échelle du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, financés pour 1,5 million.
Et très rapidement, en fait, on s'est basculé sur une augmentation progressive des montants, puisqu'en 2019, on est passé à 3,3 millions d'euros, et en 2020, plus de 7 millions d'euros. Tout ça confirmé par un 11e programme, et donc nos administrateurs qui ont confirmé nos interventions et qui ont réservé pour tout le 11e programme, donc jusqu'en 2024, un budget de 55 millions d'euros pour améliorer le fonctionnement de la biodiversité. Donc vous voyez, on a de quoi faire. Et sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ben, vous voyez que depuis le début, nous avons déjà financé plus de 50 projets, et ceci pour un montant de 3,3 millions d'euros. Donc, ces chiffres pour vous dire qu'autour de vous, vous avez beaucoup de monde qui commence à avoir un petit peu d'expérience dans ce domaine-là et qui sont prêts, comme aujourd'hui nos deux témoins, à pouvoir vous apporter un petit peu d'expérience et vous expliquer comment on peut monter de tels projets et travailler dans ce domaine-là. Alors, je vous parlais donc de cet appel à projet. Celui qui est en cours, donc il a été ouvert depuis le mois de novembre. Et en fait, sa fermeture, c'est le 30 avril. Donc, il faut bien que les dossiers nous soient parvenus pour le 30 avril 2021. Ce qu'on a prévu, c'est une enveloppe cette année de 10 millions d'euros. Donc, vous voyez, on continue d'augmenter les enveloppes qui sont proposées. Alors, les 10 millions d'euros, c'est pour l'ensemble du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, mais ça peut suffire largement à couvrir les besoins du projet. En fait, pour vous donner une idée, l'année dernière, on avait reçu 10 projets. Et on en a retenu 9. Donc, vous voyez, on a largement de quoi pouvoir aider. Et le taux maximal d'aide, il va jusqu'à 70%. On cherche à être le plus incitatif possible dans le financement. Mais bien évidemment, les plans de financement peuvent être complétés avec des aides, notamment de la région, mais également de l'OFB ou de l'Adréal, qui peuvent contribuer également à financer ces dossiers-là. Parfois également les départements en fonction de leur politique. Ce qu'on cherche, c'est d'avoir une approche transversale et participative. Donc, ce qu'on a fait depuis le début, c'est d'analyser tous les dossiers que vous pourrez nous déposer à l'aide d'un jury régional, donc, qui est constitué de l'Adréal, de l'OFB, de la région. Alors, quand on est sur la Corse, on travaille avec la collectivité de Corse, de l'ARB, ce qui est le cas sur PACA, et notamment représenté par l'ARBE. Donc ici avec Annelise et Thomas qui nous donnent un vrai coup de main pour faire cette analyse sur les dossiers. Donc cette approche multipartenariale permet finalement à ce jury d'avoir des compétences multiples autour de la table, et donc de pouvoir apporter une vraie réponse au jury, mais une vraie réponse au dossier, et être certain qu'on finance bien les bonnes choses. Donc, parfois, on peut demander quelques petits compléments pour parfaire les dossiers. Une petite précision pour cette année, c'est une nouveauté, c'est que finalement, on propose également d'appuyer cette restauration des habitats sur la trame turquoise par ce qu'on a appelé le marathon de la biodiversité. Alors, c'est quoi le marathon? L'idée, c'est que finalement, en complément d'interventions ponctuelles qui peuvent se faire sur un espace, l'idée, c'est peut-être de pouvoir avoir une intervention un peu plus globale, un peu plus réfléchie sur un territoire d'une collectivité locale qui va réfléchir finalement à ce que pourrait être l'amélioration de la fonctionnalité des espaces de la biodiversité, et notamment de tout ce qui est continuité. Donc on a ciblé un objectif de restauration de 42 km de haies et 42 mares. Ça peut paraître pour certains très ambitieux. Il y a la possibilité, si on le souhaite, d'être un petit peu moins sportif, on va dire, et d'aller un petit peu moins loin, et donc de pouvoir se dire finalement, moi je vais faire un semi-marathon de la biodiversité, ou
quand on commence vraiment son exercice sportif, il faut être peut-être plus raisonnable et finalement de partir pour 10 km de haies et une dizaine de mares pour pouvoir restaurer. Mais l'idée, vous le comprenez bien, c'est qu'on puisse s'engager sur une restauration globale d'un territoire et donc d'avoir une vraie réflexion sur qu'est-ce qu'il faut faire pour restaurer cette continuité écologique sur nos territoires. Voilà. Alors, on va vous les mettre à disposition, hein, comme on vous l'indiquait, les différentes présentations qui vont être faites aujourd'hui. Et donc, je vous ai remis les liens nécessaires pour pouvoir répondre à ces appels à projets. Donc, le premier lien, c'est sur l'appel à projet en lui-même. Le deuxième, c'est sur le marathon de la biodiversité pour voir si vous voulez aller un peu plus loin dans ce domaine-là. Et puis, pour toute question, n'hésitez pas à utiliser l'adresse Internet qui est affichée là. En fait, elle est transmise ensuite à la bonne personne au sein de l'agence de l'eau qui va pouvoir répondre directement aux différentes questions que vous pouvez vous poser. Mais bien évidemment, l'objectif aussi aujourd'hui de cette réunion, c'est qu'on puisse répondre déjà à une série de questions que vous pouvez vous poser et donc vous apporter des réponses ensemble. Voilà. On t'a pas entendu, Anne-Lise? Je pense que je te remercie pour ta présentation. Et pour l'instant, on n'a pas de questions. N'hésitez pas. Voilà, il y en a une. Voilà, Monsieur Lionel Quelin, qui, concernant les haies, se pose la question de l'éligibilité des projets. Est-ce que ça dépend de leur connexion avec le réseau de cours d'eau? Alors, bien évidemment, en fait, l'esprit de cette marathon de la biodiversité, c'est qu'on ait effectivement un lien avec la trame turquoise. Hein. On reste bien sur cet esprit-là. Donc, effectivement, on va regarder dans la labellisation de ces dossiers le fait qu'on travaille bien sur la trame turquoise pour bien rattacher à notre projet eau et biodiversité. Alors, une deuxième question d'Annie Meunier. Dans ma rue, il y a des canaux d'irrigation. Chaque année, les iris d'eau sont arrachés au moment de la floraison et à l'arrivée des libellules. L'arrachage est-il indispensable? Si oui, l'action peut-elle se faire à un autre moment? Là, c'est une question assez précise. C'est une question très très précise, effectivement. Ouais. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'iris d'eau. Après, c'est une question d'entretien, effectivement, des canaux d'irrigation. Je pense que là, ça nécessite une vraie discussion avec le gestionnaire du canal d'irrigation pour voir si effectivement il y a une possibilité pour lui de décaler un petit peu sa période d'entretien et de voir si éventuellement pendant la floraison de ces iris il a la possibilité ou pas, là je ne peux pas y répondre pour lui, d'avoir l'arrachage. Et effectivement, c'est une question qu'il faut échanger avec lui directement pour pouvoir avec le gestionnaire du canal. Pour l'instant, pas d'autres questions affichées. Je propose peut-être qu'on passe à la présentation. Ah, il y en a une qui vient d'arriver? Non. Peut-être après. On a de toute façon un petit moment en fin de matinée pour les questions qui pourraient surgir par la suite. Bien évidemment. Monsieur Giuliano, maire du Val, du commune du Var, du coup, pourrait intervenir dès à présent, je pense. Oui, bien sûr, oui. Bonjour à tous. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que ça marche bien pour vous? C'est parfait. C'est bon, parfait. Alors, donc bonjour à tous. Donc là, je vais vous présenter donc un retour d'expérience sur le montage d'un projet axé vraiment sur la biodiversité et un plan de reconquête de la trame turquoise sur le bassin versant de la Ribérotte, donc sur la commune du Val. Je voudrais remercier déjà la RBE de nous accompagner, l'agence de l'eau pour ce projet, et on travaille sur différentes thématiques.
puisque le travail de l'eau sur la commune du Val est important. Je vais essayer de vous l'expliquer le pourquoi. Et on a essayé d'avoir une approche globale sur l'entretien et la valorisation des milieux. Alors, ma présentation sera en 3 parties: contexte du projet, la naissance du projet et le projet en lui-même, là où on en est, on va se développer. Donc moi, je me présente en 2 mots. Donc, Jérémy Juano, je suis le maire du Val, vice-président de la communauté d'agglomération de la Provence verte, avec une charge chargée sur l'aspect de la transition environnementale. Et d'un point de vue professionnel, je suis docteur en géologie et enseignant-chercheur en école d'ingénieur. Alors, le contexte du projet sur la commune du Val, la commune du Val, d'abord, se situe dans le centre Var, juste à côté de Brignoles, pour ceux qui se connaissent. Donc, vraiment en plein milieu du Var. Et cette commune, elle a une caractéristique, c'est qu'il y a énormément d'eau. C'est une des plus grosses sources du département du Var, avec de l'eau qui est vraiment omniprésente sur l'ensemble du territoire, soit à travers les canaux, à travers les différentes fontaines qui sont présentes, mais aussi les ouvrages historiques, hein, donc lavoirs, moulins, et la présence évidemment d'une petite rivière qui a un débit constant, été comme hiver, et qui est dans le bassin de l'Argent. Donc Argent pour l'intérieur des terres ou l'Argent pour ceux qui sont plutôt sur la côte varoise. Avec des usages assez contradictoires, c'est-à-dire qu'à la fois on va avoir des actions d'ensemencement pour l'activité par exemple de pêche, avec des lâchers de truites, qui soient fario ou arc-en-ciel, et la présence de digues historiques qui permettaient d'irriguer les canaux agricoles. Et là, on a des discontinuités du milieu. Donc ça, c'est des enjeux à relever aussi. Comment gérer à la fois l'aspect de biodiversité, mais aussi la morphologie, c'est-à-dire la forme de la rivière et son impact de manière plus globale. Autre usage aussi qui peut parfois être gênant, c'est on a une présence d'une différentes cascades de tufs, dont une qui fait plus de 10 mètres, la cascade du Grand Bao, et qui a un fort attrait touristique l'été. Donc, on a sur cette photo-là donc le plan agricole avec l'activité de guinguette. La cascade se situe juste là, donc la ripisylve est ici. Donc, on a vraiment la trame bleue qui est là. Et donc, la cascade est vraiment ici. On voit l'affluence en été, ça c'est un des exemples, avec, donc c'est un lieu qui est magique, hein, qui est idyllique, mais des problèmes de surfréquentation, problématiques de piétinement au niveau du sol et des fonds de la rivière, et donc qui vont engendrer une dégradation du milieu. Donc, c'est des enjeux à relever, concilier à la fois attrait touristique, la fraîcheur l'été, surtout en centre-Var, et en même temps la préservation du milieu et sa continuité. Donc, on a quelques idées un petit peu de la rivière de la commune. Donc, on a ici le village. Brignoles se situe au sud, et donc le bassin versant s'écoule ici donc, du lac du Carnier, qui est un lac minier, donc artificiel. Donc, on a la rivière ici qui va s'écouler vers l'Argent en allant sur les autres communes de Carcès, par exemple. Et donc, on a une autre information scientifique de données. Hein. C'est une biodiversité au niveau de la ferme Saint-Georges, où il y a une petite mare qui a été constituée. Donc, ce n'est pas encore un atlas de biodiversité communale. On a quelques éléments d'indication qui nous montrent qu'il y a un fort intérêt. Un enjeu au niveau des inondations aussi à gérer. Donc, c'est pour ça qu'il y a un projet de ZEC, de zone d'expansion de crues, sur le Carnier pour préserver les lotissements qui sont dans le bassin versant, dans le lit de la rivière. Alors, pourquoi avoir une vision globale sur la commune du Val? C'est l'omniprésence de l'eau sur l'ensemble de son territoire, mais c'est aussi surtout, et c'est ce qui moi me fascine en tant que maire et scientifique aussi de par ma profession, c'est que c'est une commune bassin versant. Alors, c'est formidable parce que cette commune-là, en fait, on a la responsabilité de la qualité de l'eau, puisque l'eau qui s'écoule dans ce bassin-là va forcément sortir par l'exutoire de la rivière. Ce qui fait que l'eau que l'on va pomper à la source, et qui est la source de la rivière aussi, de la Ribérotte. Ribérotte en provençal, c'est petite rivière. Petite rivière, donc on va pomper cette eau-là. La qualité de l'eau, si elle est dégradée, eh bien c'est la faute du niveau de ce territoire-là. Donc, pour moi, il y a un gros enjeu à sensibiliser les habitants, parce que si on pollue, je ne peux pas dire que c'est le voisin qui a pollué la rivière. Non, s'il y a une pollution dans la rivière, c'est forcément, ça se passe sur cette commune-là. Donc, on a une responsabilité de la qualité d'eau qu'on pompe, mais aussi qu'on va rejeter derrière, c'est-à-dire en bas de la commune. C'est une vallée, donc à l'aval,
et qui va par la suite impacter mon milieu. Donc, par exemple, la Grande Cascade que je vous ai présentée auparavant, qui a une forte fréquentation touristique. Ce qui permet donc d'avoir une réflexion sur comment sensibiliser les habitants de la richesse de ce territoire communal, comment les sensibiliser et comment gérer de manière collective la qualité de cette eau, dont on dépend évidemment de par sa ressource, mais aussi de par sa qualité. Donc l'idée, en 2019, ça a été de mettre en place une première journée sur l'eau pour avoir une prise de conscience et de connaissance collective sur le patrimoine de l'eau, autant naturel que patrimonial et historique. Donc on a tout simplement organisé une journée. Donc le matin, c'était la visite de la source, comprendre d'où venait l'eau du robinet, comprendre les milieux qui étaient associés et la construction des canaux, la notion de nappe phréatique, comment ça se gère, comment ça se contrôle. Et il y a eu une bonne réponse de la population qui s'est poursuivie ensuite sur la visite du patrimoine historique au cœur du village, dans les quartiers des moulins, des fontaines, des lavoirs, pour comprendre quel était l'usage historique de l'eau, et qui s'est terminée l'après-midi dans le jardin public qui est juste à côté de la rivière où il y a une mare assez intéressante sur plutôt une sensibilisation là, de la thématique de l'eau à l'échelle du territoire communal en parlant de bassin versant, de gestion des eaux et de la qualité. Donc le but, c'était de sensibiliser la population avec des enfants sur les techniques d'arrosage, avec des jeux d'enfants aussi pour pouvoir attirer tout le monde. Et ça s'est terminé donc, sur une partie avec des reportages. Et donc là, on est sur une réflexion plus scientifique en soirée avec un débat et une réflexion collective. Donc ça, c'était en 2019. Cette édition n'a pas pu se poursuivre par la suite, mais elle a permis en tout cas d'avoir une prise de conscience et de mettre en place un projet de gestion plus globale de la trame turquoise dont on va parler. Cette réflexion, elle est partie sur les usages liés à la rivière. Donc la rivière, c'est le cœur du projet. Comment je vais gérer cette rivière à l'échelle communale, à l'échelle d'une commune, la commune du Val. On s'aperçoit qu'il va y avoir plusieurs usages et qui peuvent être même des fois, parfois, concurrents. Je pense notamment, le premier usage fondamental, c'est l'accès à l'eau à tous pour l'eau potable. Donc la source qui nous permet, par l'action de pompage, d'avoir une alimentation de l'eau à l'ensemble de la population. Mais il y a aussi les canaux agricoles où on a la même eau qui va être prélevée au niveau de la rivière pour irriguer les différents secteurs maraîchers de la commune, donc soit sur la profession agricole ou soit sur des usages privés. Il y a le patrimoine historique avec l'ensemble des fontaines qui vont animer et donner tout un caractère d'un village provençal dans la partie historique. La problématique des inondations lorsqu'on va avoir donc, des périodes d'épisodes méditerranéens de précipitations, de pluie qui vont engendrer donc, des inondations. La pêche aussi, l'usage de la pêche et les entretiens des berges, parce qu'on aime bien ici dans nos régions avoir des berges propres, mais qui vont poser une problématique, notamment au niveau de la pêche, comment on va avoir la reproduction qui va être possible, mais en même temps un conflit, c'est que si ce n'est pas suffisamment propre, je vais avoir des problèmes d'inondation et problèmes de ruissellement. Donc finalement, tous ces usages-là, il y a un dénominateur commun qui nous permet de les relier ensemble, c'est de les orienter dans un axe fort qui est lié à limiter l'impact sur la biodiversité, sur la trame bleue et de manière plus large, turquoise, en fonction des êtres vivants qui vont graviter autour de la rivière. Donc la commune est en partie aussi sur le site de Natura 2000, donc c'est vraiment d'avoir tout cet usage-là et de l'orienter dans cet axe fort qui correspond donc à l'appel à projet qui est présenté aujourd'hui. Alors, les différents acteurs de ce projet sont évidemment la commune qui anime et qui coordonne le projet, en collaboration avec l'agglomération, le syndicat mixte du bassin de l'Argent, qui a la compétence GEMAPI notamment, l'agence de l'eau évidemment qui nous accompagne et sur l'aspect financier, mais aussi la technicité, l'OFB, le syndicat mixte de la Provence Verte-Verdon, la maison régionale de l'eau située à Barjol et la fédération de pêche par rapport aux activités. Et pour moi, pour que ce projet fonctionne et soit compris par les usagers, les habitants, c'est de faire participer les habitants comme partie prenante donc de la gestion globale de cette trame turquoise. Ce projet, en réalité, il s'intègre dans un projet plus gros. Donc, il y a l'appel à projet eau et biodiversité, qui est vraiment axé sur les études et la compréhension du milieu, mais il s'intègre dans un autre projet qui est plutôt lié sur l'action, comment aménager un site pédagogique
qui va longer la rivière et qui va permettre de mieux comprendre les usages de l'eau naturels et patrimoniaux, avec des témoignages des anciens, un travail scientifique avec les écoles aussi, les primaires, pour les sensibiliser à cette partie-là. Et il y a une troisième volet qui vient de se rajouter, c'est un projet de désimperméabilisation de la cour d'école aussi, pareil, pour s'intégrer dans un îlot aussi et en connexion avec la rivière. Alors, le projet, je vous en parle en quelques mots. Donc, il est orienté sur l'axe 2 de l'appel à projet de 2020 et il se concentre surtout sur les études de la définition de la trame turquoise. On a des idées un peu éparses de cette trame, mais on ne sait pas comment elle se comporte de manière fonctionnelle. Donc, avant de pouvoir agir et d'avoir un plan de gestion qui nous permet de mieux la gérer, l'idée, c'est d'avoir des études qui vont nous permettre de mieux comprendre ce fonctionnement des milieux avant de les encadrer. Alors, ces trois parties de cet axe fort d'études, c'est d'abord identifier et diagnostiquer l'aspect écologique et fonctionnel de la trame. Ensuite, c'est élaborer un programme opérationnel d'action de reconquête pour préserver cette trame-là et la valoriser. Et enfin, on a trois actions clés qu'on veut mettre en valeur sous éclairage sur trois plans de gestion opérationnels assez précis à l'échelle de la commune. Alors, l'identification, comme je vous l'ai dit, donc là, vous avez l'ensemble du bassin versant de la commune du Val. Là, on est en amont sur la partie la plus haute, la partie la plus basse qui rejoint le fleuve de l'Argent un peu plus bas. Et donc, on a des visions du milieu, le lac artificiel du Carnier, donc un lac minier. On a la résurgence, la source des traits du rail, c'est la résurgence et c'est là où naît notre rivière. Trait du rail, ça veut dire en provençal 13 sources, hein, donc il y a vraiment, ça jaillit, on voit vraiment l'eau sortir, on voit le bouillon qui sort. Là, on connaît, donc là, il y a quelques éléments, puisque c'est l'eau potable de la ville qui est pompée à ce niveau-là. On a une mare artificielle qui est aménagée depuis plusieurs décennies dans un jardin public, qui a un intérêt assez marqué. On a deux cascades de tufs, donc le petit Bao et le grand Bao, cascade de tufs avec un milieu particulier, refuge. Et donc ça, c'est des éléments qu'on connaît. Entre ces espaces-là, que se passe-t-il? Comment ça fonctionne? On ne le sait pas. Et c'est l'objectif donc de l'axe 2 de cet appel à projet, donc de pouvoir étudier, comprendre le fonctionnement d'un point de vue spatial. Quel espace va impacter la trame turquoise? Et donc, quelle épaisseur cette trame va se développer le long? Quelle est la zone d'influence donc de la trame turquoise? Donc, on parle de notion d'espace qui est fondamentale pour comprendre la gestion du milieu, mais l'espace est lié vraiment aux espèces. Donc, il y a vraiment cette interaction entre espace et espèce où on va non pas faire un atlas de biodiversité exhaustif, ça serait trop complexe à ce niveau-là, c'est plutôt d'avoir donc des espèces cibles qui sont reconnues pour soit être plus fragiles, soit mieux marquer la trame turquoise. Et donc, c'est pour ça qu'on va cibler sur des espèces particulières comme le murin, le petit rhinolope ou sinon la cordulie, donc une libellule assez caractéristique. Mais aussi au niveau de la partie aquatique, les écrevisses à pattes blanches. On sait qu'historiquement, il y avait des secteurs où les écrevisses étaient fortement présentes. Elles sont marqueurs normalement d'une excellente qualité de l'eau. Donc, on voudrait chercher, voir si on peut retrouver des poches où elles auraient pu être préservées. Et enfin, ce n'est pas une rivière qui est très propice à la truite, de par la déclinité de la rivière relativement plate et ces ruptures liées aux cascades. Et donc, il y a peu de truites, mais c'est surtout une rivière où on va avoir un développement du barbeau méridional et du blajon. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'orienter sur des espèces cibles, de regarder comment elles vont évoluer, quels sont leurs impacts, et c'est tout le but de l'étude. Une fois qu'on a compris le fonctionnement et la présence des espèces cibles, la deuxième partie, c'est d'élaborer un programme de gestion opérationnelle qui va nous permettre de reconquérir et de mieux préserver cette trame turquoise, en mettant en place des mesures de protection sur certains secteurs qui peuvent présenter un intérêt écologique. Par exemple, il y a une activité agricole, puisqu'on a des canaux qui vont irriguer en bordure de rivière. Quelle activité, quelle préconisation je dois avoir pour pouvoir avoir mon activité agricole qui se développe, mais en même temps préserver la bordure de rivière et ne pas l'impacter. C'est aussi avoir, mettre en place un programme pluriannuel d'entretien des berges.
puisque là, on a vraiment un conflit d'usage entre ce que je vous disais tout à l'heure, entre le propre et le pas propre. D'un côté, pour gérer les inondations, on a besoin de permettre à la fois de faire pénétrer l'eau, mais aussi qu'elle s'écoule facilement. Mais en même temps, si je n'ai pas de zone refuge, je ne vais pas pouvoir avoir un développement de ma biodiversité. Donc là, c'est vraiment de définir les sections à enjeu, où là, il y a un intérêt écologique fort. On va sanctuariser et mettre en place des berges qui vont permettre, par des branchages, etc., d'avoir une faible intervention et développer eh bien, la reproduction de la biodiversité. Et d'autres secteurs à enjeu beaucoup plus faibles, où par contre les inondations sont plus marquées, et à ce moment-là, permettre un débroussaillage plus intense et de déblayer un peu plus les bordures de rivières. Donc le but, c'est vraiment de définir les règles du jeu sur la gestion des berges, puisqu'on est fortement impacté par un potentiel d'inondation. Et enfin, c'est un autre programme où là, on le voit de plus en plus, c'est l'installation d'espèces végétales exotiques et envahissantes. Donc là, c'est d'aller vers l'éradication. Donc vraiment, donc là, il y a l'herbe de la pampa comme exemple, les bambous qui se développent beaucoup dans la rivière et qui commencent petit à petit à descendre le long, qui sont partis des jardins, et au fur et à mesure, on les voit vraiment s'installer. Donc là, c'est vraiment de les contrôler, de les éradiquer pour permettre le développement des espèces plutôt endémiques, c'est-à-dire originaires du milieu provençal de la commune. Donc ça, c'est le plan général et avec 3 actions fortement ciblées sur 3 secteurs. La mare du jardin municipal, du jardin des Gorguettes, qui est fortement fréquenté et donc qui peut avoir un intérêt aussi pédagogique, et la gestion des 2 cascades de tufs, qui sont vraiment des milieux prioritaires en termes de gestion et de préservation, donc le Petit Baou et le Grand Baou. La question de la mare, par exemple, aujourd'hui, c'est une mare qui est dans un jardin municipal, qui subit les aléas liés à son entretien. On coupe l'eau, on la remet, donc c'est l'eau d'un canal d'irrigation. Donc, est-ce qu'on décide de favoriser tel type d'espèce ou un autre type d'espèce? Cette mare se situe à 20 mètres de la rivière. En fonction de la gestion qu'on va y donner, on va pouvoir réfugier ou permettre le développement d'une espèce ou d'une autre. Donc, définir quel est son rôle, son intérêt, pour avoir une gestion qui soit avec un impact le plus positif possible sur son milieu. Donc, le but de ces réflexions-là, c'est comment on va gérer cette mare municipale. Et là, ça va intéresser aussi les habitants, les enfants, puisqu'il y a le jardin juste à côté, le jardin d'enfants. Et donc là, il y a vraiment une interaction et une vision globale à apporter à l'échelle du territoire communal. Ensuite, on a 2 sites emblématiques. Le premier qui est le Petit Baou. Et là, l'objectif, ça serait de mettre en place une ORE. Alors, une ORE sur la gestion de cette cascade de tufs, c'est une obligation réelle environnementale, puisque la commune est propriétaire de la rive droite, et il y a un particulier, un privé, qui est propriétaire de la rive gauche. Et le but, c'est de se mettre d'accord, la commune propriétaire de la rive droite et le privé de la rive gauche, pour avoir une gestion et un plan de gestion, de préservation du milieu, mais qui va permettre d'aller beaucoup plus loin qu'une simple gestion liée avec un propriétaire. L'ORE, elle va aller au-delà si demain il y a une vente. La commune, elle est propriétaire d'un domaine inaliénable, donc on sait que ça restera communal. Par contre, de l'autre côté, demain, ce propriétaire veut vendre, eh bien, le nouveau propriétaire pourrait dire « moi, je ne veux pas gérer ce milieu de cette façon-là ». Le fait d'avoir une ORE, ça va permettre de sanctuariser le milieu avec un plan de gestion qui va se transmettre au fur et à mesure de vente à vente. Donc, en le simplifiant, c'est vraiment un outil qui nous permet de gérer avec un acte notarié par la suite et donc d'accompagner petit à petit la préservation du milieu. Et le troisième lieu, c'est donc le troisième plan de gestion sur la cascade du Grand Baou, donc une grande cascade où vous l'avez ici en hiver, très faible fréquentation, en été, qui subit un fort piétinement, une forte dégradation du milieu. Pareil, là, ce n'est pas d'interdire, c'est de concilier l'usager, c'est-à-dire de pouvoir accéder à la cascade, mais par exemple avec des aménagements qui vont permettre d'éviter le piétinement, la repousse de la végétation sur les berges qui sont aujourd'hui piétinées, et donc de fréquenter le lieu sans le dégrader pour autant. Donc voilà l'objectif de ce troisième plan d'orientation. Donc l'étude, et donc l'axe 2 qui est sollicité là dans cet appel à projet, donc c'est une étude globale de ces différents éléments avec 3 actions concrètes sur la mare et les 2 cascades. Donc le montant estimé, c'est 65 000 € avec une subvention donc, de l'agence de l'eau à 70% et on arrive à avoir un complément. Donc ça veut dire qu'on a un projet qui est subventionné, nous, à 80%, qui va démarrer donc en mars
Aujourd'hui, on vient juste de terminer les analyses des offres. Et donc, on est en train de notifier le bureau d'études qui va pouvoir réaliser donc, le démarrage de l'étude à partir de mars 2021 jusqu'à mars 2023. Donc, voilà l'aspect global de la gestion de ce travail-là sur l'eau. Donc, voilà. Moi, je voulais vous partager cet élément-là. Si vous avez des questions ou je ne sais pas comment on peut s'organiser, moi, je suis là pour vous faire partager en tout cas ce projet-là qui va se mettre en place à l'échelle de ce mandat municipal. Merci beaucoup, Monsieur Giuliano. On a 2 questions. Alors, une première question de Madame Alice Vache. Avez-vous des liens dans votre projet sur la commune avec les ASA, donc les associations d'arrosants? Si oui, quelles sont leurs obligations dans le cadre de ce programme et de la trame turquoise? Alors aujourd'hui, officiellement, on n'a plus d'ASA officiellement déclaré sur la commune, en tout cas active. Donc, on travaille avec des groupements de propriétaires qui gèrent donc, ces canaux. Nous, l'objectif, c'est c'est pas de les contraindre, mais c'est de prendre en connaissance donc, du milieu. Donc, on a besoin d'étudier le comportement des canaux et leur fonctionnalité aussi qu'ils peuvent apporter pour réguler au mieux le débit de l'eau entre la rivière et l'activité agricole. Donc, nous, l'objectif du projet, c'est pas que la municipalité soit d'un côté dans cette gestion-là et les usagers de l'autre, mais c'est plutôt de fédérer tout le monde autour de la table et de comprendre l'usage qu'on va avoir ensemble. Comme on n'est pas sur un plan de gestion vraiment officiel, là, ça nous permet justement de prendre conscience ensemble des éléments et de travailler ensemble. Donc, c'est comme ça qu'on a mis ça en place. Voilà. Je ne sais pas si j'ai suffisamment répondu. Je pense que oui. Pour l'instant, on n'a pas de questions complémentaires à celle-ci. Un encouragement de Monsieur Briand qui vous dit bravo. Merci. Et Madame Vache qui dit aussi merci beaucoup. Présentation très intéressante, merci, de Madame Montero. Après, il y avait une question de Madame Bournazel, mais qui du coup s'est rendu compte que votre projet n'avait pas débuté. Donc, la question qui était posée, c'était quelle a été la méthode appliquée pour le choix des espèces cibles? Justement, ça va être, c'est le bureau d'études qui va faire ce repérage-là. Et il y a des espèces qui sont déjà connues hein, sur le milieu, puisqu'on avait déjà, lorsqu'on avait fait le PLU aussi, on avait un diagnostic environnemental qui avait été réalisé. Donc, on avait repéré les espèces. Et après, il y a des espèces qui sont connues à l'échelle régionale, voire départementale, qu'il faut vérifier leur présence. Et ça, on travaille notamment avec Natura 2000, qui a une bonne visibilité aussi des espèces sensibles et cibles du secteur. Voilà, pour l'instant, pas d'autres questions suite à votre présentation. Merci beaucoup pour la présentation. En tout cas, juste un petit mot, vraiment n'hésitez pas à lancer ce genre de projet. Ça permet vraiment d'avoir une vision globale de son milieu et de mieux réfléchir dans la question de l'aménagement et aussi dans le partage d'informations sur l'aspect patrimonial. Les habitants sont friands, en tout cas, je pense, de comprendre comment fonctionne le milieu. Et tout ça, ça sera de la matière après qu'on peut valoriser différemment, soit dans la gestion, et là c'est vraiment la vision à mon échelle de la collectivité, comment j'aménage mon territoire, mais aussi je peux le partager grâce à des supports pédagogiques pour que les usagers puissent voir la richesse de leur environnement qui les entoure tout simplement. Donc vraiment, on n'a pas hésité à utiliser comme appel à projet. Merci. Alors, une petite question de Madame Bournazel, mais le bureau d'études est-il déjà identifié? Si oui, quel est-il? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà possibilité de diffuser cette info. Je ne peux pas encore divulguer l'info puisqu'on est vraiment dans la phase de notification, donc, mais on pourra le faire savoir par la suite sans aucun problème. Si besoin, on passera par vous et on le fera savoir. Ok, pas de problème. Parfait. Une question qui... Non, voilà, un remerciement pour la réponse. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. On peut passer peut-être à la présentation de Monsieur Cadet. Voilà, merci de partager votre écran et je vous laisse la parole. Donc, bonjour à tous. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Moi, je ne vous entends pas. C'est parfait, Oui, c'est parfait. Et on voit bien l'écran. Très bien. Du coup, je suis donc Cédric Cadet. Je travaille pour Valence Roma Aglo, donc du coup, territoire situé dans la Drôme.
Et donc, je suis chef de projet GEMAPI, alors plus sur le volet GEMA du coup. Et en fait, je vais vous présenter le projet que l'AGLO a présenté dans le cadre de l'appel à projet 2020. Du coup, c'est un projet c'est un programme en fait de restauration de la trame turquoise qu'on a appelé restauration de la trame turquoise de la Véor et du Guimin. Mais pour ça, alors attendez. Voilà. Donc juste une petite présentation, une localisation du territoire. Donc la Drôme, donc voilà Valence Romain Agglo, plutôt sur le nord du territoire de la Drôme. Un territoire, si on devait le décrire très sommairement, du coup, qui s'étend à l'est de la plaine rhodanienne et qui s'étend à l'est jusqu'au contrefort du Vercors et au nord jusqu'à la Drôme des Collines, avec un territoire de plaine au milieu de ces deux entités et du coup qu'on peut caractériser de très dégradé d'un point de vue écologique. Si je me réfère aux cours d'eau, on a des cours d'eau qui sont plutôt en bon état sur les contreforts. Et dès qu'ils arrivent dans la plaine de Valence, et c'est historique, ils sont très dégradés puisque c'est des cours d'eau qui ont subi d'énormes aménagements d'artificialisation, voilà, rectification, endiguement, recalibrage. Et forcément, alors c'est un territoire qui est traversé aussi par beaucoup de cours d'eau en fait, et qui historiquement est très humide avec des marées importants. Mais aujourd'hui, toutes ces zones humides ont disparu. Les cours d'eau, heureusement, n'ont pas disparu, même s'ils sont très contraints, mais les zones humides ont très largement régressé. Donc, c'est, d'un point de vue administratif, voilà, c'est une comité d'agglomération qui regroupe 54 communes, 220 000 habitants et 850 km². Alors, présentation de la trame turquoise, je n'y reviens pas dessus, ça a été présenté avant. Du coup, le projet, bon, suite à cet appel à projet de l'Agence de l'eau, on a réfléchi au service GEMAPI quel programme, quel projet on pouvait proposer. Et du coup, on s'est concentré sur la plaine de Valence, donc un territoire à dominance agriculture intensive. Bon, il y a l'agglomération de Valence, mais qui n'impacte pas tant que ça le territoire sur lequel on va travailler. On s'est rapproché aussi des services de l'Agence de l'eau pour savoir un peu les attentes. Et c'est là qu'on a défini, qu'on a cadré un peu le projet en se disant on va se focaliser sur deux corridors écologiques importants dans la plaine de Valence, dont un qui a une importance régionale puisqu'il est identifié au SRADET. C'est le corridor Vivarais-Vercors. Donc, qui part de l'Ardèche, qui va jusqu'au Vercors, et donc qui suit le cours d'eau principal de la plaine de Valence, qui est la Véor. Et on a un deuxième cours d'eau, un affluent, l'affluent principal, qui lui aussi, du coup, permet cette liaison entre le Vivarais et le Vercors, mais qui contourne aussi l'agglomération de Valence et qui fait la jonction entre deux bassins versants importants sur le territoire de l'Agglo, qui est le bassin versant donc, de la Véor et de la Barberolle au nord. Donc là, quelques photos pour illustrer un peu la plaine agricole de Valence. Hein. Donc voilà, très peu d'infrastructures paysagères, beaucoup d'agriculture, de grandes cultures. Donc les grands enjeux et objectifs de ce projet de restauration de la trame turquoise. Donc forcément, il y a un grand enjeu, un grand objectif qui est de restaurer la biodiversité. Du coup, en s'appuyant sur les milieux aquatiques et humides. Et aussi préserver la ressource en eau. On est sur un territoire où il y a, d'ailleurs on est en zone de répartition des eaux, où il y a des grosses problématiques, alors de qualité liées aux nitrates, et aussi de quantité liées aussi au prélèvement d'eau pour l'irrigation. Et avec des étiages de plus en plus sévères l'été sur les cours d'eau. Mais du coup, ça amène d'autres sous-objectifs. Notamment, on travaille aussi à l'Agglo sur comment faire évoluer les pratiques agricoles vers des pratiques plus vertueuses. Il y a de gros projets de transition agricole. Et on s'est dit que de toute façon, si on voulait aller vers des
des modèles des modèles d'agroécologie, hein, finalement, il fallait s'appuyer sur un territoire, un paysage qui soit fonctionnel, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, pour accompagner cette transition, on s'est dit qu'il faut aussi qu'on restaure les paysages et les milieux. Donc, limiter aussi les effets des crues. On est aussi un territoire soumis aux crues. Donc, du coup, voilà, l'idée, c'est de restaurer des milieux variés, capables de freiner les écoulements, voilà, de recréer du ralentissement dynamique, par exemple en renforçant les ripicides, en créant des zones d'expansion de crues, en recréant des haies, en restaurant, voilà, les fonctionnalités des zones humides, du coup, des zones tampons. Un grand objectif aujourd'hui qui est d'actualité, c'est de lutter contre le réchauffement climatique et ses effets, surtout en recréant des zones de fraîcheur. Et enfin aussi retrouver un cadre de vie attractif et agréable. Aujourd'hui, la plaine de Valence, bon, c'est pas forcément très agréable. Pourtant, on est dans un milieu rural, cette plaine agricole. Donc voilà, c'est recréer aussi ce cadre de vie attractif. Donc, dans le cadre du projet de l'agglo, du coup, on s'est dit, on va essayer autour de ces 2 couloirs écologiques de restaurer les milieux qui auraient pu être présents encore s'il n'y avait pas eu toute cette pression ces dernières décennies, voire au-delà. Et on a ciblé des milieux un peu emblématiques comme les mares, les roselières, les prairies et les boisements humides. Et pour interconnecter tous ces milieux-là, on a ciblé des projets de restauration de haies et de renfort de ripicilles, voire de restauration de ripicilles, puisqu'on a quelques cours d'eau secondaires où il n'y a plus du tout de ripicilles. Donc ça, c'est des photos du territoire dans la plaine de Valence. Du coup, alors c'est des parcelles qu'on maîtrise aujourd'hui où on a créé déjà des mares avant la mise en œuvre de ce programme-là et une roselière en bas. Donc, la méthodologie pour ce programme de restauration de la trame turquoise, déjà, on a décidé on avait suffisamment d'études du territoire, de connaissances. On s'est dit, on va s'appuyer sur un groupe de travail, un comité technique d'acteurs du territoire, d'experts, et on ne va pas faire appel à une maîtrise d'œuvre interne ou à un bureau d'études. Et donc, on a constitué une équipe projet et un groupe de travail composé d'experts, de scientifiques du territoire, de naturalistes. La LPO, pour nous, la LPO Drôme est assez puissante avec beaucoup de ressources humaines. Le Conservatoire des espaces naturels de Rhône-Alpes et de l'antenne Drôme-Ardèche. On a le département et le service espaces naturels sensibles aussi dans ce groupe de projet. On a, je n'ai pas cité, aussi la Chambre d'agriculture et Agribiodrome, qui est le pendant de la Chambre d'agriculture, mais pour l'agriculture biologique. Forcément, on a créé aussi un comité de pilotage, une gouvernance, donc avec les élus, principalement de l'agglo, sur ces thématiques agriculture et GEMAPI, les représentants élus des communes et des financeurs. Donc, l'agence de l'eau et potentiellement, du coup, le département. On a décidé aussi, alors ça, c'est quand vous verrez, vous déposerez votre projet, ce n'est pas une obligation, c'est à discuter avec l'agence, mais nous, on a décidé de s'appuyer alors pour le suivi, l'évaluation du projet, la proposition de scénario, de faire de la modélisation du réseau écologique. Alors, c'est des outils qui se développent ces dernières années qui permettent de modéliser les projets et évaluer la pertinence, le taux de connectivité qui va être créé par un aménagement. Alors moi, on est parti sur un logiciel libre qui s'appelle GraphFab parce que j'ai suivi une formation sur le logiciel, mais il existe maintenant de nouveaux outils, même si c'est des extensions sur QGIS, pour ceux qui maîtrisent un peu les SIG. Donc voilà, c'est pas une obligation, mais nous, on a voulu apporter une petite valeur scientifique à ce projet-là en modélisant les réseaux écologiques qui allaient être restaurés. Ça, c'est juste une illustration des captures d'écran du logiciel GraphFab. Donc, pour revenir sur la méthodologie et la stratégie, donc on sait qu'on est lauréat depuis l'été 2020. Donc, on a, dès septembre,
travaillé donc, avec ce groupe de travail qui a été créé sur la trame turquoise pour finaliser la méthodologie. En fait, on avait fait notre candidature, mais maintenant, avec une méthodologie, mais pas totalement développée. Donc, on l'a finalisé. Et pour préparer aussi, valider la phase opérationnelle, puisqu'on ambitionne dès le mois de juin de creuser les premières mares. Donc, voilà, on a travaillé sur cette phase opérationnelle. On a travaillé aussi sur le calendrier, sur la stratégie, donc où on allait intervenir en priorité et puis comment on allait après poursuivre sur les années futures, sachant que c'est un programme qui s'étend sur 4 années. Donc là, la première étape, ça va être de densifier les habitats cibles, donc les mares, les roselières, les boisements, les prairies humides, sur les cœurs de biodiversité potentiels qui ont été identifiés sur cette trame turquoise dans la plaine de Valence. Et agir en priorité sur des propriétés publiques dans les 2 premières années, donc soit communautaires, soit communales, soit départementales. Du coup, donc dans un deuxième temps, en dehors de ces cœurs de biodiversité et sur toujours ces terrains publics. Et enfin, dans la 3e année, on ciblerait les exploitations agricoles puisque forcément, on va avoir des zones qui vont ressortir comme intéressantes pour créer une mare, par exemple, suite à nos modélisations du réseau écologique. Et forcément, on va être à un moment donné sur des terrains agricoles et privés. Et donc, ça sera notre avant-dernière étape. Et la dernière étape, c'est d'essayer de reconnecter interconnecter tous ces milieux qui ont été restaurés, recréés. Alors, soit par des haies, soit par des ripisylves, soit par des roselières linéaires, ou pour les mares, par des mares, puisque les mares sont connectées en pas japonais. Pour la phase opérationnelle, donc on a décidé pour la création de mares et les travaux de plantation de passer par des prestataires et du coup de construire un accord cadre de travaux avec 2 lots, du coup un lot création de mares et un lot plantation. Pour la restauration des prairies et des roselières, là, on va créer des groupes de travail avec les agriculteurs locaux pour travailler sur les évolutions, les changements de pratiques. Les roselières linéaires, nous, on a tellement de réseaux de fossés, on a un gros réseau de fossés, il suffirait de changer un peu les pratiques pour restaurer ce réseau de roselières, et notamment sur revenir sur un entretien beaucoup moins drastique et impactant pour ces roselières. Donc là, c'est juste une diapo pour rappeler un peu sur quoi on a travaillé avec le groupe de travail. Donc, les 3 carrés là, c'est vraiment sur la modélisation du réseau écologique. On le verra après, il y a une diapo qui l'explique un peu. On a travaillé, comment on définissait finalement notre trame turquoise, quel espace on prenait. Nous, on a choisi de prendre l'enveloppe PPRI, donc l'aléa inondation pour la crue centenale. Sur d'autres territoires, sur des projets antérieurs à l'appel à projet 2020, ils sont partis sur des couloirs complètement aléatoires, de dire 100 à 200 mètres autour du cours d'eau, c'est l'enveloppe de la trame turquoise. On aurait pu faire ça, puis là on s'est dit non, on connaît notre enveloppe PPRI, il y a un lien du coup avec l'aléa et les inondations et du coup un lien avec le cours d'eau. Donc on va prendre cette enveloppe-là. Par contre, on s'est dit, malheureusement non, on va prendre en compte aussi les infrastructures qui pourraient impacter et créer de la mortalité. Il s'agit, je l'expliquerai avec la diapo d'après, ça sera plus parlant. Donc voilà, on a vraiment bossé sur les éléments pour pouvoir faire nos modélisations réseau écologique. Un deuxième gros travail, ça a été comment on va mettre en œuvre les actions, les mares. Donc, quel type de mare? On verra, on a des mares, il suffit de creuser, la nappe est affleurante. Elles sont donc alimentées par la nappe et on a juste besoin de creuser un trou et notre mare est créée. Il y a d'autres mares qui ne sont pas alimentées par la nappe, qui vont être alimentées par les eaux de pluie, le ruissellement. Donc là, on est obligé de créer une étanchéité. Donc voilà, on a construit un accord cadre dans ce sens-là. Pour les plantations et les haies, c'est pareil, on verra, on a plusieurs schémas de plantation. Les roselières, c'est ce qu'on a décidé, de créer des groupes de travail avec les agris.
Et les prairies, c'est pareil. On veut restaurer les prairies humides, mais un des éléments importants, c'est de dire on ne va pas créer des prairies pour créer des prairies. Si on n'a pas de besoin en herbe sur le territoire, il faut que ça soit en adéquation avec les besoins locaux agricoles et qu'on ne crée pas des prairies qu'on soit obligé après, nous, de venir entretenir pour les maintenir ouvertes. Donc, ça va être tout un travail de concertation avec le milieu agricole. La stratégie de communication, concertation, donc là, qui va démarrer. Moi, je vais rencontrer toutes les communes qui sont concernées par ces couloirs, ce couloir de la trame turquoise. Un travail aussi avec tous nos services, avec les autres services de l'agglo, notamment le service éco qui s'occupe des zones d'activité où il y a des terrains qui pourraient être aménagés et qui pourraient être davantage verdis. Je ne sais pas si ça se dit verdis. Les zones d'activité, voilà. Là, on a aussi les stations les abords de stations d'épuration qui peuvent être aménagés. Donc, on va faire un gros travail aussi avec les autres services de l'agglo et la concertation avec les agriculteurs. Donc, ça sera à travers les groupes de travail qu'on va créer rapidement aussi. L'articulation avec les autres projets, donc des projets portés déjà par l'agglo, comme les PSE, les paiements pour services environnementaux, ou d'autres projets qui sont également portés par la LPO ou le conservatoire et qui peuvent être à proximité de cette trame turquoise. Les suivis, quel indicateur de suivi on va mettre en œuvre sur cette opération, sur ce programme? A priori, notre modélisation pourrait être à lui seul servir de suivi et d'évaluation du programme. Donc ça, il faut qu'on le valide, notamment avec l'Agence de l'eau. Alors là, c'était pour vous illustrer comment on a fait pour retenir l'enveloppe de la trame turquoise. Donc, c'est la plaine de Valence. Hein. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de deux corridors. Le corridor Véor, c'est celui-là. Donc là, on zoome un peu plus. Et le corridor du Guimard qui partait plus vers le nord, c'est celui-là aussi. Et ça, c'est l'enveloppe, du coup, PPRI, donc de la crue centenale sur le territoire de la plaine de Valence. Donc, on va prendre cette enveloppe-là, hein, la trame turquoise. Par contre, on a décidé voilà, de prendre en compte les grandes infrastructures routières et de faire un croisement avec cette enveloppe PPRI. Par exemple, on s'est dit, bon, très bien, on va créer des mares ici, mais créer une mare de l'autre côté de la route où on va créer de la mortalité, ce n'est pas très pertinent. Donc, on va découper et prendre en compte toutes ces infrastructures qui peuvent être impactantes pour la faune, qui pourront être traitées après dans un deuxième temps, dans un deuxième programme. Voilà. Donc ça, c'est pour illustrer la stratégie, comment on va procéder. Donc, c'est toujours le même territoire. On a découpé notre trame turquoise. La première étape, on avait dit, on identifie nos cœurs de biodiversité. On en a déjà repéré 2 sur le couloir de la Véor. C'est 2 grosses zones humides. Alors, une qui est plutôt en amont, qui est plutôt préservée avec des habitats naturels. Une qui est plutôt agricole, là, avec un gros projet de restauration. Déjà quelques petites mares. Donc, la première étape, on s'est dit, alors j'ai pris l'exemple des mares, là, mais pour les roselières, les prairies et les boisements, c'est un peu la même chose. La première étape, on s'est dit, on va diversifier les mares dans ces zones, dans ces cœurs de biodiversité. Créer un réseau relativement dense, ça sera du coup augmenter le potentiel dans ces cœurs. L'étape suivante, c'est de se dire, on va aller sur les espaces publics dans la trame turquoise et recréer des mares en accord avec les communes, le département et bien sûr l'agglo, forcément. La troisième étape, on a dit, on va sur les exploitations agricoles où il nous paraît pertinent de créer ou alors, plus pertinent en tout cas, où on a des agriculteurs volontaires pour restaurer des mares. Et la dernière étape, en fait, c'est de reconnecter tout ce réseau en allant sur tous les espaces alors privés, publics, agricoles, où il sera nécessaire de créer des mares. Et ça sera notre modélisation du réseau écologique qui va nous localiser l'endroit où il est pertinent de recréer des mares. Alors là, c'est juste un extrait du cahier des charges de l'accord cadre, donc et la pièce financière du coup pour la création de mares avec un petit croquis de principe, des photos de mares qu'on a déjà réalisées. Donc voilà, on part sur des mares qui vont aller de 100 à 150 mètres carrés. Potentiellement, elles pourront faire même
pour aller même au-delà. Hein. Donc, 2 options avec ou sans étanchéité. Donc là, le croquis, c'est dans le cas d'une étanchéité, donc du coup avec une bâche PDM, pris en sandwich dans des couches de sable et du géotextile. On a prévu également de pouvoir créer des petits éléments de biodiversité à proximité ou dans la mare. Tous ces éléments, on aurait pu le faire avec nos équipes rivières, mais ça va être plus simple de faire tout à une entreprise. Donc voilà, le coût pour les mares, on l'a estimé entre 2 000 et 5 000 euros. 2 000 euros s'il n'y a pas d'étanchéité, 5 000 euros s'il y a une étanchéité. C'est une estimation. Après, ça dépend vraiment de la période où le marché va être passé, et puis les entreprises qui vont répondre. Donc ça, c'est des photos de mares qu'on a déjà réalisées sur le territoire. Alors, en haut à gauche, c'est pas nous c'est une commune qui l'a réalisé dans un parc communal relativement bien fréquenté. Ici, c'est une parcelle qui nous appartient, mais qui est entretenue par un agriculteur avec une convention. On a créé voilà, trois petites mares. Et ça, c'est des mares sur des parcelles, une zone naturelle, une roselière qu'on maîtrise aujourd'hui, qui ont été créées. Ça aussi, des parcelles à proximité d'un cours d'eau. Alors, celle-là, alimentée par la nappe à gauche, sans bâche. Celle-ci, alimentée par le ruissellement et donc avec une bâche d'étanchéité. Les travaux de plantation, comme je le disais, on a plusieurs schémas de plantation. Donc, on va avoir 3 types de plantation. Donc, la double haie. Pour recréer des haies, on a choisi de partir à minima d'une double haie, pas de faire des haies simples. En termes d'intérêt pour la biodiversité, il vaut mieux partir sur des double haies. Donc, denses et multistrates. On a un schéma de plantation, une liste de plants. Renfort de répisylve. Alors là, j'ai illustré parce qu'on a certains secteurs où le cours d'eau est endigué et du fait des préconisations de gestion de digues, progressivement, on est en train d'enlever les ligneux sur ces digues. C'est des digues très rapprochées du cours d'eau. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer de recréer un corridor, un couloir à l'extérieur de la digue. Donc, ça va être des plantations alors là, qui sont moins denses, mais en termes de largeur plus importante. Et enfin, pour la création de bosquets, petits boisements humides, on part sur, pareil, des plantations champêtres avec différentes strates. Pour terminer sur les plantations, du coup, voilà une liste d'espèces qui sont préconisées. Après, dans le cahier des charges, si certaines ne sont pas disponibles, on laisse la possibilité aux prestataires de nous proposer d'autres essences, mais que l'on devra valider. Une idée de coût, mais alors très approximative, hein, parce que ça, c'est pareil, ça varie aussi suivant le prestataire, suivant la période. Dans notre cahier des charges aussi, on prévoit que les végétaux soient labellisés végétal local, mais avec quand même un bémol, c'est qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir beaucoup de plants avec ce label. Il y a grâce aux programmes nationaux de plantation, ils ont du mal à fournir les pépiniéristes végétales locales. Ils ne sont pas si nombreux que ça. Donc, a priori, on n'aurait pas que du végétal local si on veut avoir suffisamment de plants et que nos programmes de haies démarrent rapidement et vite. Quelques propositions aussi pour réduire les coûts. Alors ça, c'est des expériences hors programme qui ont déjà été réalisées sur le territoire. C'est des chantiers écoles qu'on a pu mener soit avec des associations des chasseurs, soit avec des chantiers écoles type MFR ou lycée agricole. Pour le paillage aussi, nous, on recycle aujourd'hui tous les rémanents issus de l'entretien de la végétation des berges de cours d'eau. Les rémanents sont broyés, alors soit ils sont laissés sur place ou sinon on les récupère quand on a des programmes de plantation pour pouvoir pailler. Ça permet de faire aussi quelques économies et d'avoir une démarche d'économie circulaire. Donc, quelques photos de plantation
réalisé ces dernières années. Alors, deux types de plantations. Ici, c'était pas de la haie, c'était des plantations un peu aléatoires pour recréer, renforcer une ripisylve. Donc, on est passé avec un entrepreneur et une tarière. Là, du paillage à l'époque, c'était des dalles en géotextile. Aujourd'hui, on passerait plus qu'un copeau. Et ça, c'était une autre plantation où là, c'était vraiment de la double haie, du grand linéaire. Donc, on n'a pas fait à la tarière, hein, bien entendu. Il y a eu un gros travail de préparation de terrain avant et après, ça a été à la main. Et c'était cette opération qui a été réalisée avec l'association de chasse locale. Et vous voyez le cours d'eau dans la plaine de Valence à l'époque, pas de ripisylve du tout. Bon, aujourd'hui, les arbres, la haie, elle fait 10 mètres de haut. Je n'avais pas de photo au printemps ou en été qui aurait illustré la reprise de cette haie. Du coup, j'en ai terminé. Bon, voilà, quelques photos et quelques citations sur la biodiversité. Merci beaucoup, Monsieur Cadet, pour cette présentation. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Peut-être qu'avec toutes ces informations, les questions vont arriver peut-être un petit peu plus tard. Un peu plus technique. Bon. Mais c'était très intéressant et il y avait pas mal de sujets. Personne n'a de questions complémentaires, même sur les présentations précédentes ou concernant le dispositif de l'appel à projet. Alors, une question de Madame Alice Vache. Est-ce qu'une ASA peut être éligible à la trame turquoise et les financements? Peut-être plutôt pour l'agence de l'eau. Oui. Oui, a priori, il n'y a pas d'impossibilité sur ça. Donc, effectivement, tout repose sur le projet, en fait. Alors, une autre question pour je pense pour le projet de Valence, de Pascal Diquelou. Un suivi est-il prévu par la suite sur les mares, par exemple? Alors, on n'a pas prévu de suivi particulier, sachant que, comme je vous le disais, un des partenaires de l'opération, c'est la LPO. Et on a la chance d'avoir, comme je disais, une LPO très structurée sur le territoire de la Drôme avec beaucoup de personnes et qui font des suivis du territoire réguliers. On a un atlas de la biodiversité aussi sur la plaine de Valence. Donc, dans le cadre de l'appel à projet Trame Turquoise, on n'a à ce jour pas prévu un suivi spécifique, sachant qu'il sera forcément réalisé un suivi par la LPO dans le cadre de leur mission du suivi du territoire. Après, je vous disais, il y a cette modélisation du réseau écologique qui va apporter des résultats en termes de connectivité, qui reste de la modélisation, mais voilà, qui est intéressant puisqu'on va avoir des scores de connectivité depuis l'état des lieux jusqu'à la fin du programme. Alors, une autre question de Marie-Ange Bournazel. Le choix des espèces cibles a été fait uniquement sur le dire d'experts? Alors, oui. En discussion, pareil, on s'appuie beaucoup sur la LPO parce qu'ils connaissent beaucoup ce territoire. Donc, ça dire d'experts, ce n'est pas totalement terminé parce qu'on va… Alors, pour tout vous dire, on va recruter très prochainement un stagiaire en master, je ne sais plus l'intitulé du master, qui va travailler sur cette modélisation écologique. Et ça sera un de ses travaux de définir les espèces cibles ou groupes d'espèces par type de milieu. A priori, déjà sur la mare, ça va être relativement facile. On va partir sur une espèce qui est assez emblématique et sur laquelle il y a déjà des travaux qui sont menés sur le territoire, c'est le triton crété. Mais on peut partir sur un groupe d'espèces. On peut même créer une espèce fictive avec une capacité de dispersion moyenne, voilà, pour ne pas biaiser la modélisation et pas retenir une espèce qui aurait une capacité de dispersion très large. Et à ce moment-là, on aurait des résultats pas très satisfaisants rapidement ou au contraire, une espèce qui aurait une capacité de dispersion je me suis emmêlé, alors très importante ou très faible, et du coup, qui peuvent biaiser un peu les résultats de la modélisation.
si on n'a pas une espèce cible qui est plutôt moyenne et qui a une capacité de dispersion adaptée au territoire. Alors, c'est peut-être un peu flou. Non, mais la personne a dit que c'était parfait comme réponse. C'est ce qu'elle attendait, je pense. Une question de M. Olivier Briand. La LPO est-elle financée par votre collectivité? Non. La LPO voudrait être financée par notre collectivité, mais elle ne l'est pas. Aujourd'hui, elle pousse un peu pour qu'on ait un partenariat, mais ce qui est compliqué, c'est que dès qu'il y a une transaction, nous, on est soumis au code du marché public. Donc, on est en train d'essayer de travailler avec eux pour voir quelle mission qui sortirait du code des marchés publics, mais c'est compliqué. Elle pourrait nous accompagner sur des missions que, en fait, elle est la seule à mener et qui sortirait du champ concurrentiel, quoi. Mais aujourd'hui, non, ils sont là en tant qu'experts, naturalistes du territoire. Ils nous accompagnent. Ils sont pas obligés, hein, mais ils le font. Ils sont volontaires pour nous accompagner sur des programmes comme ça. Ok. Une autre question de M. Nicolas Thomas. Est-ce que la modélisation du réseau écologique repose uniquement sur les habitats et il n'y a pas de corrélation avec la capacité de ces espèces à se déplacer? Si, pour chaque habitat, par exemple, quand on va modéliser le réseau de marbre, il faut qu'on ait identifié une espèce cible pour la mare. Et c'est par rapport à cette capacité de dispersion de cette espèce qu'on aura un score de connectivité de ce réseau écologique de mare. Voilà, merci pour la réponse. Pour l'instant, non, pas de questions supplémentaires. Non, mais je pense que les questions ont toutes été posées. Ah, voilà une nouvelle question. Pour répondre à l'appel à projet, question de M. Philippe Jasserand, faut-il qu'une pression soit identifiée dans le programme de mesure? Et concernant le marathon de la biodiversité, la préservation des haies existantes, fonctionnelles et patrimoniales, est-elle éligible? Alors, sur la première question, est-ce qu'il faut une pression au programme de mesure du SDAGE pour pouvoir candidater? Non, pas du tout. C'est pas un des critères. Donc, on peut être sur un espace simple, sans pression particulière. Concernant le marathon de la biodiversité, on vise pas l'entretien des haies qui sont existantes, on vise bien l'installation d'un nouveau dispositif d'infrastructures paysagères et non pas de l'entretien de celles qui existent. Alors, une question de M. Olivier Briand. Est-ce que Grafab est-il simple à utiliser? Pour un sigiste, oui. Moi, j'ai suivi 2 jours de formation, du coup, alors c'est l'Université de Besançon qui a créé ce logiciel. Après, voilà, il existe aussi une extension sur QGIS qui ressemble beaucoup à ce logiciel Grafab et qui est peut-être plus facile d'utilisation. Après, il faut adapter l'outil. Par exemple, je sais que le Conservatoire des espaces naturels de l'Ain, ils ont utilisé un autre logiciel qui est encore plus compliqué que Grafab. Bon, il faut un peu se débrouiller. Si on suit pas les 2 jours de formation, il faut un peu se débrouiller sur les systèmes d'information géographique et je pense qu'en s'y penchant dessus, on arrive à modéliser, quoi. Après, c'est comme tout outil, il faut s'entraîner. Voilà. Mais moi, je vais explorer cette extension QGIS parce que ça me semble aussi intéressant et c'est déjà dans QGIS, donc c'est aussi, ça peut être aussi intéressant et plus facile de prise en main. D'accord. Merci pour la réponse. Une question, non, c'est un remerciement pour la réponse. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant qui s'affichent. Voilà, mais je pense qu'on a tenu le timing et que
tous les participants ont pu poser leurs questions, à moins qu'il y en ait encore qui arrivent à l'instant, mais non. Pas de questions complémentaires. Donc, je pense qu'on va peut-être pouvoir quitter ce webinaire. Merci à tout le monde encore pour la participation et puis pour les interventions qui ont vraiment apporté beaucoup d'éléments, je pense. Une dernière question. Madame Annie Meunier qui pose la question suivante. La préservation des haies fait-elle partie de l'entretien? Il est important de préserver l'existant. Je pense que tu avais un petit peu répondu. Oui, tout à fait. Dans la réponse en disant que l'appel à projet ne va pas travailler sur l'entretien, effectivement, ça c'est la réponse stricte à la question. Par contre, je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que la préservation de l'existant est indispensable. Et on l'a bien vu dans les exemples qui nous ont été présentés ce matin. La création ou la réhabilitation des espaces de la biodiversité commence par la connaissance de ce qui existe aujourd'hui et qui est à préserver pour pouvoir servir de base sur les nouvelles infrastructures qui vont être paysagères, qui vont être créées, bien évidemment. Voilà, pas de questions complémentaires, des remerciements pour toutes ces présentations par contre. Effectivement, moi je tenais aussi à bien remercier nos deux intervenants pour leur présentation bien claire et en espérant qu'effectivement ça a pu vous donner des envies pour porter des projets sur vos territoires. Et nous sommes bien évidemment, je suis bien évidemment à votre disposition et également l'ARB qui peut répondre aussi à un certain nombre de questions, que ce soit Thomas ou Anne-Lise. N'hésitez pas à nous solliciter pour répondre aux questions qu'on n'aurait pas pu aborder aujourd'hui sur cette matinée. Voilà, donc tous les diaporamas et l'enregistrement seront à disposition sur le site de l'ARB, entre autres. Voilà, d'ici quelques jours. Voilà, je vérifie encore un petit peu, mais non, pas de questions supplémentaires. Donc, je pense qu'on va peut-être pouvoir se quitter là-dessus. Merci encore à tous de votre participation et surtout aux intervenants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.